Bonjour tout le monde, Bonjour. bonjour à tous. Merci d'être là, vous êtes déjà nombreux. Alors on va se donner 1 à 2 minutes pour attendre les participants qui seraient un peu en retard. Donc je suis avec Mathieu du collectif Mentorat, avec qui nous organisons donc ce webinaire. Et pour ma part, donc je suis membre de l'équipe de jevaider.gouv.fr. Alors, ce webinaire se veut interactif. Donc, on va vous inviter à répondre à des sondages. On va vous inviter à poser des questions. Vous avez un onglet questions. Et puis, vous avez aussi un onglet chat où Lucie vous demande, Lucie donc de l'équipe jevaider.gouv.fr aussi, qui vous demande si vous entendez bien. Super, super. Alors, on va vous poser une première question d'ores et déjà. Est-ce que vous connaissez le collectif Mentorat et est-ce que vous connaissez jevaider.gouv.fr? Histoire de savoir en quelle compagnie on est. Ah, pas encore. D'accord. Donc, globalement, vous ne connaissez pas encore le collectif Mentorat et je veux aider plutôt connu, mais plusieurs personnes qui connaissent vaguement ou pas encore. Et ben c'est chouette parce que du coup, c'est l'occasion de vous présenter ce qu'on fait en cette rentrée. Et on a plein de choses à vous dire et on va tous apprendre plein de choses en compagnie de Mathieu et d'une association aussi, d'un mentor, d'une mentorée, donc plein de choses à se dire. Alors, peut-être qu'on va démarrer maintenant qu'on a attendu 2-3 minutes. Ben, allons-y. Donc, je vais vous dire 2 mots déjà sur le programme. Donc, on va présenter jevaider.gouv.fr et le collectif Mentorat dans un premier temps. Ensuite, on abordera donc un temps d'échange sur les frontières auxquelles les jeunes sont confrontés et quelles sont les solutions qu'apporte le mentorat et comment. Mathieu va nous apporter des éléments de réponse. On enchaînera ensuite sur des témoignages et on est vraiment très heureux de les avoir aujourd'hui avec nous. Donc, de la chargée de parrainage de l'association Proxité. Suivra ensuite le témoignage de Catherine, une mentor chez Duo for a Job. Ensuite, nous aurons Pauline, qui est une ancienne mentorée de l'association Chemin d'avenir. Et puis, on répondra avec grand plaisir à vos questions. Alors, je vais aider.gouv.fr en quelques mots. Je ne vais pas m'attarder, même s'il faut répondre quand même, présenter aux personnes qui ne nous connaissent pas. C'est la plateforme publique du bénévolat. Donc, c'est une plateforme qui met en relation les personnes qui veulent agir pour l'intérêt général et les associations et collectivités territoriales qui sont en recherche de bénévoles. Donc, la plateforme se présente comme toutes les plateformes digitales que l'on connaît, où vous pouvez mettre un certain nombre de filtres sur vos recherches en tant que bénévole, donc je souhaite agir sur tel domaine, ou je suis disponible qu'1 heure par semaine, etc. Et en résultat, vous avez des missions de bénévolat qui répondent aux contraintes que vous avez citées dans les filtres. Alors, l'intérêt de la plateforme, c'est justement qu'on peut trouver des missions qui répondent aux envies de chacun, aux contraintes de chacun. Donc, on peut faire des missions depuis chez soi, on peut faire des missions dans notre ville, régulièrement, ponctuellement, en une fois, etc. Les domaines d'action sont très variés. Donc, ça peut aller de missions liées à la protection de l'environnement, à l'éducation pour tous dont on parle aujourd'hui, jusqu'à la santé, le sport. Et l'objectif, c'est de développer ses compétences, de rencontrer des nouvelles personnes et de réaliser des actions qui font du sens pour chacun. Donc, c'est extrêmement valorisant et, pour plein de raisons. Et on rentrera donc dans le détail de la mission qui est celle du mentorat. Alors, 3 chiffres. Donc, on a plus de 460 000 bénévoles inscrits aujourd'hui sur la plateforme, plus de 11 000 organisations qui publient des missions de bénévolat sur Je vais aider, et plus de 15 000 missions sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme.
Alors, pourquoi on organise ce webinaire? Parce que en septembre, je vais aider.gouv.fr mène une campagne de mobilisation nationale pour faire s'engager un maximum de bénévoles sur des missions liées à l'éducation pour tous, donc pour être mentor, pour du soutien scolaire, pour des ateliers divers du type je présente mon métier à des collégiens. Et il y a vraiment un ensemble de missions, plus de 3000 missions de bénévolat qui sont disponibles et dont l'objectif est de partager les connaissances, de créer des passerelles pour des jeunes et moins jeunes. Et donc, c'est l'occasion de sensibiliser, de partager des informations d'experts sur le sujet tels que Mathieu, et à qui je vais laisser la parole pour présenter le collectif Mentorat. Merci Amina, bonjour à toutes et tous. On est en effet ravis de pouvoir organiser ce webinaire avec Je veux aider. On est doublement ravis, d'une part de pouvoir participer à Septembre pour apprendre et de mettre le mentorat au cœur de cette opération, et aussi parce que le mentorat, c'est la cause de l'année 2023, puisque chaque année, la Première ministre désigne une grande cause nationale, et en 2023, la grande cause nationale, c'est le mentorat au service de l'émancipation professionnelle de tous les jeunes de France. Donc on est ravis de pouvoir vous présenter le mentorat et les modalités d'action pour devenir mentor. Le collectif Mentorat, il a été créé en 2019 par 8 associations qui portaient des programmes de mentorat. Vous en connaissez peut-être certaines, vous êtes déjà peut-être bénévole dans certaines d'entre elles. La FEV, Article 1, Chemin d'avenir, l'entraide scolaire amicale, NQT, Proxité, Socrate et Télémac, que vous voyez à l'écran. Et ces 8 associations, elles sont réunies pour collectivement être plus forts et porter un plaidoyer en faveur d'une politique publique ambitieuse autour du mentorat. Ce plaidoyer a porté ses fruits puisqu'en 2021, le collectif Mentorat et ses membres a co-construit avec le gouvernement le plan Un jeune, un mentor, un plan gouvernemental qui a permis un vrai changement d'échelle, qui a permis d'accompagner plus de jeunes, puisque en un an, ce sont plus de 100 000 jeunes supplémentaires qui ont été accompagnés par un mentor. Aujourd'hui, le collectif Mentorat, c'est plus de 70 associations qui sont membres du collectif, et les missions du collectif sont de porter un plaidoyer pour un droit au mentorat, de faire grandir et représenter l'écosystème du mentorat en France, et d'accompagner nos membres vers un mentorat de qualité. Et donc aujourd'hui, ce sont plus de 150 000 jeunes qui sont mentorés en France. Merci Mathieu pour ces éléments de réponse. Et effectivement, je vois Lucie qui partage avec vous des sites pour aller plus en profondeur peut-être après le webinaire. Alors la première question que je voulais te poser Mathieu, déjà, c'est qu'est-ce que le mentorat? Quelle est la définition du mentorat? Mais dites-nous déjà pour les participants, selon vous, qu'est-ce que le mentorat en quelques mots, en un mot, selon qu'est-ce qui vous vient intuitivement à l'esprit avant que je donne la parole à Mathieu pour développer le point? Est-ce que quelqu'un va s'aventurer? Accompagnement, effectivement, accompagnement, tout à fait. Le soutien, aide et coaching. Est-ce que ça rejoint, Mathieu, la définition officielle, entre guillemets, du mentorat? Je pense que je pourrais laisser les participants faire la Ouais, définition du coup. Le mentorat, ça désigne une relation interpersonnelle, d'accompagnement, de soutien, une relation qui est bénévole, c'est important, qui est sur le moyen long terme, donc qui dure au moins 6 mois, et ça peut être 1 an, 2 ans, plusieurs années, mais au moins 6 mois, qui est basée sur l'apprentissage mutuel entre le jeune et le mentor. Son objectif, c'est de favoriser l'autonomie et le développement du jeune accompagné en établissant des objectifs qui peuvent évoluer avec le temps, mais quand même en établissant des objectifs en début de relation et qui s'adaptent en fonction des besoins spécifiques du jeune. Donc chaque relation de mentorat est unique. Je vous disais juste avant qu'il y a 150 000 jeunes mentorés en France. Ça veut dire qu'il y a aussi 150 000 jeunes, 150 000 mentors, puisque le mentorat, c'est bien une relation interpersonnelle entre un jeune et un mentor. Donc il y a aujourd'hui 150 000 mentors bénévoles en France qui accompagnent des jeunes dans leur parcours. Super, et on retrouve effectivement beaucoup d'éléments de réponse que les participants ont fournis. Alors, s'il y a autant de mentors, de mentorés, et qu'il y a un élan vers cette action, c'est qu'on suppose bien qu'il y a beaucoup d'obstacles. Alors, le premier qui nous viendrait à l'esprit, c'est l'égalité des chances. Bon, est-ce qu'on est tous sous la même étoile, et c'est par l'effort de chacun
et une sorte de système méritocratique qui va faire que si on travaille, si on y met du sien, c'est bon, on y arrive. Est-ce que, selon vous, un premier sondage, est-ce que selon vous, les participants, l'égalité des chances, ça existe, ça pourrait exister, est-ce que c'est un idéal que l'on peut atteindre, ou est-ce que c'est un mythe? Donc vous avez un sondage qu'on vous propose. Ah, c'est assez équilibré. On attend encore quelques secondes pour les dernières réponses. Donc, donc, on a quelques personnes qui sont assez équilibrées entre oui, effectivement, ça existe, et non, c'est un mythe. C'est vraiment très intéressant. Mathieu, quelle est la vision du collectif Mentorat à ce sujet? En effet, la notion d'égalité des chances, c'est une notion complexe et je pense que c'est pour ça que dans le sondage, on voit une répartition des réponses. Que signifie l'égalité? C'est quoi la différence avec l'équité? On parle aussi des chances, c'est une notion ambiguë, la chance, puis on parle de plusieurs chances, l'égalité des chances. Donc c'est complexe et limite philosophique. Je vais pas forcément entrer dans des considérations philosophiques, mais pour être simple, l'égalité des chances, c'est de dire que chaque individu a les mêmes chances et les mêmes opportunités dans la vie, quelle que soit son origine sociale, son lieu de vie, son milieu familial. Et je me résume là à 3 critères, il peut rien avoir d'autre. Et là, je pense qu'on peut facilement dire que l'égalité des chances, si c'est cette définition que l'on pose, n'existe pas aujourd'hui. Les chiffres, peuvent être cruels, mais ils sont très parlants. Donc on va prendre quelques exemples. Il y a aujourd'hui des filières qui accueillent certaines catégories sociales en plus grande proportion. Par exemple, 32 des enfants d'ouvriers sont en lycée pro versus seulement 18 en lycée général. C'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est que dans les lycées pro, il y a 2 fois plus de décrochage que dans le lycée général. Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation de certaines classes sociales dans certaines filières, qui sont des filières où il y a plus de décrochage scolaire. Donc il y a donc un certain déterminisme social dont sont victimes certains jeunes. Si on prend un autre chiffre, 25 des enfants d'employés et d'ouvriers dans la Creuse deviennent cadres ou professions intermédiaires. C'est une très bonne chose qu'il y ait un certain ascenseur social, sauf qu'il y a 2 fois plus d'enfants d'employés et d'ouvriers à Paris qui deviennent cadres ou professions intermédiaires. Donc on voit bien que l'ascenseur social, il n'est pas le même dans tous les territoires et que certains jeunes, en fonction de leur territoire, ont plus de chances et plus d'opportunités. Peut-être un 3e chiffre, qui est peut-être le plus parlant. Un jeune dont le père a fait une grande école a 83 fois, donc 83 fois, hein, pas pour cent, vraiment 83 fois plus de chances de faire lui-même une grande école. Et là, je pense que tout est dit. Il y a la transmission et le bagage, des parents qui a un impact sur le parcours du jeune. Merci Mathieu pour ces éléments. Effectivement, il y a un sujet philosophique d'une part, il y a un sujet aussi, est-ce que la grande école est le meilleur objectif qu'on peut avoir? Il y a tout plein de questions derrière, mais les chiffres sont intéressants et montrent qu'il y a une problématique sous-jacente et que l'égalité des chances peut-être peut exister un jour, mais aujourd'hui, les chiffres montrent que le facteur socio-économique, la naissance, l'environnement socio-économique dans lequel on est un facteur de réussite en plus. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a éventuellement d'autres facteurs qui peuvent jouer et qui peuvent être des obstacles pour atteindre ces objectifs, ces projets professionnels. Donc, mis à part l'environnement socio-économique et qu'on ne soit pas né sous la même étoile, quels sont les autres obstacles qui peuvent exister? En effet, donc les inégalités sociales, territoriales, ou bien encore éducatives, existent entre les jeunes et les chiffres sont parlants. Et après, il peut y avoir des inégalités qui sont, peut-être moins visibles, moins évidentes à citer et qui pourtant vont représenter des vraies frontières auxquelles sont confrontés les jeunes dans leur parcours. Des frontières qui sont parfois plus personnelles. Par exemple, des jeunes qui n'ont pas confiance en eux. Mais pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, les jeunes? Peut-être parce que parfois ils n'ont pas les exemples dans leur entourage. Peut-être que parce que c'est des jeunes vont se dire: «C'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que, bah, dans mon entourage, je vois personne qui fait telle étude ou tel métier. Je vois personne qui quitte telle région pour, aller, chercher un travail ou pour, vivre sa vie. Donc si je vois pas dans mon entourage de personnes, aux profils variés,
je pense que la variété des profils n'est pas non plus pour moi et pour mes camarades de classe. Donc c'est important que les jeunes puissent prendre confiance en eux. C'est important qu'ils aient des représentations, des rôles modèles, comme on dit, dans leur parcours pour les aider à prendre confiance en eux et à faire tomber des barrières qu'ils vont parfois, se mettre parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Compris. Et alors, du coup, on a plusieurs champs d'action. On voit qu'il y a le soutien scolaire, d'une part, très, très bien. On a le volet psychologique et le volet rôle modèle, donc avoir une diversité d'exemples autour de soi. Comment est-ce que le mentorat que vous proposez comme solution agit concrètement sur ces sujets-là et sur le mentoré? Quels sont les champs d'influence du mentorat hors soutien scolaire qui peut être peut-être l'activité d'un mentor qui est la plus évidente, entre guillemets? C'est intéressant parce que, pour certains, c'est le soutien scolaire qui va être évident quand on parle de mentorat. Pour d'autres, ils vont penser mentorat en entreprise et ils vont se dire: «Bah, le mentorat, c'est pour, aider un jeune à s'insérer dans la vie professionnelle». Donc, ça prouve bien que chacun a une vision, parfois partielle, du mentorat, mais qu'il y a pas une évidence sur ce qu'est le mentorat. Le point commun du mentorat, c'est donner du temps à un jeune, mais à un jeune d'âge différent puisque nos associations accompagnent des jeunes de 5 à 30 ans. Donc vous imaginez bien que les objectifs et les besoins ne sont pas les mêmes pour un jeune de 5 ans et pour un jeune de 30 ans. Donc le mentor, il donne du temps à un jeune, il l'accompagne dans son parcours et ses besoins spécifiques. Donc forcément, l'aide du mentor, elle va dépendre du profil du jeune. Le mentor d'un écolier, il va naturellement plus aller l'aider sur l'aide aux devoirs, sur l'apprentissage à la lecture. Le mentor d'un lycéen, il va naturellement être plus sollicité par le jeune sur son orientation. Et le mentor d'un jeune adulte va aller sur les sujets qui intéressent ce jeune, donc notamment sur l'insertion professionnelle. Donc ça va dépendre du profil du jeune. Mais sa personne, ses besoins spécifiques sont aussi très importants. Donc le mentor doit s'adapter, doit avoir un regard bienveillant et doit aider le jeune à trouver les réponses qu'il se pose par lui-même, à prendre confiance en lui et à élargir le champ de ses possibles. Par exemple, si vous accompagnez un jeune de l'aide sociale à l'enfance, qui a peu ou pas d'entourage familial, il peut s'agir peut-être plus qu'un autre de l'aider dans ses démarches, quotidiennes ou administratives. Si vous accompagnez, un jeune, qui a peu confiance en lui, qui est assez renfermé, qui sort peu du quartier où il vit, où il étudie, peut-être que vous allez avoir besoin de l'aider à sortir de sa zone de confort, donc d'aller avec lui faire une activité culturelle, aller au musée. Donc on s'adapte vraiment aux besoins spécifiques du jeune. Chaque relation de mentorat est unique. Ok. Alors, du coup, les actions possibles. Donc, il y a des sorties culturelles, il y a des champs un peu plus subtils où on va passer du temps avec le mentoré, lui redonner confiance, etc. Ça paraît être des missions où il faut être sur place avec la personne, être engagé, enfin, qui ait une forme de proximité pour mieux comprendre les besoins. Alors, du coup, est-ce que le mentorat, c'est forcément à distance? Quelles sont les formes que peut prendre le mentorat? C'est une question que je vais poser aussi aux participants. Est-ce que vous pensez que le mentorat, c'est forcément en physique? Ou est-ce qu'on peut aussi avoir cette forme d'accompagnement uniquement en ligne? Ou est-ce que ça peut être les deux? Comment vous voyez les choses? Côté participant. Ah bah, presque tout le monde est d'accord sur le fait que ça peut être les deux. Après, moi, intuitivement, je dirais que c'est mieux en physique, mais Mathieu, tu vas nous éclaircir Alors, là-dessus. ce que je peux te dire, c'est que historiquement, c'était plus en physique. Pas que, il y a toujours eu différentes modalités de mentorat, mais on avait peut-être une proportion plus forte du mentorat en physique. Parce qu'on se dit naturellement que bah, la rencontre entre deux personnes, elle se fait plutôt en physique. Mais c'était vrai dans tous les champs de notre vie. Historiquement, tout avait lieu en physique, les entretiens, d'embauche, etc. Euh, il y a plusieurs choses qui ont fait évoluer la pratique du mentorat. Il y a eu d'abord le Covid, qui nous obligeait à repenser nos pratiques. Et le Covid a été un temps où le mentorat était un vrai soutien, une vraie solution pour beaucoup de jeunes qui étaient démunis, qui perdaient des repères, qui étaient isolés et la présence d'un mentor qui régulièrement prenait des nouvelles, même si à distance, parce qu'obligatoire, c'était un vrai soutien pour, un certain nombre de jeunes, dans notre pays, et
dans d'autres pays d'ailleurs. Donc il y a le Covid et puis également les pratiques qui évoluent, le digital qui prend de plus en plus de place dans nos vies, qui fait qu'aujourd'hui on a des modalités qui sont très variées. La relation de mentorat peut être uniquement en présentiel, elle peut être uniquement à distance, ou elle peut être un mix des deux. Et même au sein de ces 2 modalités principales, on va avoir différents contextes. Quand le mentorat a lieu en présentiel, ça peut être au domicile du jeune, pour un enfant par exemple, où on va l'aider plutôt dans ses devoirs, dans l'apprentissage de la lecture, au domicile du jeune avec son entourage familial. Ça peut être dans une antenne pardon, associative, et puis ça peut être sur le lieu de travail du mentor, par exemple. Ce qui est une manière aussi, au-delà du contenu des échanges, de donner à voir le monde de l'entreprise aux jeunes mentorés qui est plutôt en phase d'insertion professionnelle. Heu, à distance, de la même manière, il peut y avoir plusieurs modalités. Le mentorat peut être assez formel, derrière un écran, en visio, mais ça peut aussi être des appels, des textos et ce mix de modalités, il peut être par exemple avec une rencontre par mois en présentiel, mais entre deux, des échanges et des textos entre le jeune et son mentor. Donc les modalités sont nombreuses et s'adaptent au profil des jeunes. Bien entendu que pour un écolier avec qui vous allez à la bibliothèque parce que vous travaillez sur la lecture, le présentiel s'impose. Mais pour un jeune qui vit dans des régions où il y a peut-être moins de population, moins de densité et non moins de mentors engagés, l'écran, c'est déjà une manière d'élargir le champ des possibles du jeune. Hem, je pourrais aussi ajouter que la fréquence des rencontres, va varier. Ça peut être, toutes les semaines pour un plus jeune où la notion de rythme va être importante et ça peut être, 1 à 2 fois par mois pour un étudiant qui va pouvoir avancer par lui-même entre 2 rencontres. On parlait de modalités très variées, et c'est là où il y a des solutions qui sont là pour vous aider à trouver, la mission de mentorat et qui vous convient. Et ce qui est bien, c'est que vous avez 2 solutions autour de l'écran avec vous. Donc il y a bien sûr Je veux aider qui propose un vaste choix de missions de bénévolat pour devenir mentor et vous pouvez, chercher parmi les différentes missions de mentor bénévole celle qui vous correspond. Mais vous pouvez aussi aller sur la plateforme unjeuneunmentor.fr qui, en fonction de votre profil, de vos préférences de modalités, de vos contraintes et puis de vos appétences pour accompagner, plutôt un jeune, plus jeune ou plus un jeune adulte, va vous orienter directement vers l'association qui vous convient le mieux. Donc vous remplissez un formulaire, en quelques minutes et nous on vous oriente vers l'association, qui correspond, à votre profil. Merci beaucoup Mathieu. Effectivement, c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est la diversité des missions possibles est vraiment très large et que en fonction de nos contraintes, de notre temps disponible et de nos envies, etc., il y a forcément une mission qui convient à chacun dès lors que la motivation et que le temps personnel euh, le permet. Alors, j'ai une dernière question avant de laisser la parole à nos témoins. C'est est-ce que tout le monde peut être mentor? Tout simplement parce que on peut se dire que voilà, il faut avoir on n'est pas professeur, on n'a pas la formation de prof, ça peut faire peur. Est-ce que tout le monde peut être mentor? Concrètement, quelles sont les missions quotidiennes, même si tu as déjà peut-être abordé le sujet, mais est-ce qu'on peut tous être mentor? On peut quasiment tous être mentor, en effet. Heu, les compétences demandées, c'est, pardonne-moi l'anglicisme, plutôt des soft skills. Donc on va demander, au mentor, d'être dans l'écoute, dans la bienveillance et on va avoir besoin d'avoir un mentor qui a envie de transmettre, d'échanger, de soutenir quelqu'un. Mais c'est intéressant, il y a une différence entre avoir l'envie de transmettre et se sentir légitime à transmettre. Il va y avoir beaucoup de personnes qu'on rencontre qui vont nous dire: «Bah, être mentor, c'est pas pour moi, parce que, j'ai que 30 ans, j'ai pas assez vécu». Ou alors, «Être mentor, c'est pas pour moi parce que, je suis pas cadre dirigeant, donc je me sens pas capable de transmettre». Ce sont des des réticences qu'on comprend, mais qu'on essaye de déconstruire et de faire comprendre aux personnes que être mentor, c'est avant tout la volonté de donner du temps. Enfin, c'est un engagement social concrètement, donc de donner du temps à un jeune, une écoute, une oreille et d'être bienveillant, envers lui. On peut être mentor quand on est étudiant, c'est le cas d'un quart d'entre eux, et autant vous dire qu'on parlait en début de webinaire, de l'apprentissage mutuel entre un jeune et un mentor. Un étudiant qui va être mentor, ça lui apporte aussi. Ça lui permet à un moment où il est encore,
en train de construire son début de vie professionnelle, de développer ses compétences d'écoute, de partage. Donc c'est assez intéressant. Mais vous pouvez également être mentor quand vous êtes dans la vie active, que vous soyez salarié, agent public ou entrepreneur, et également quand vous avez peut-être un peu plus de temps, quand vous êtes retraité. Chacun de ces profils, j'ai envie de dire, a des choses très différentes à apporter. Par exemple, un mentor étudiant va parfois mieux comprendre la vie d'un collégien dont il se trouve assez proche en termes d'âge. Le mentor entrepreneur va pouvoir aider concrètement un jeune qui veut monter sa boîte. Et puis un mentor retraité, je le disais, a plus d'expérience qu'il va pouvoir partager avec le jeune. Donc il n'y a pas de profil de mentor parfait, mais du coup, il n'y a pas de mauvais profil pour être mentor. Et ce qui est important, c'est de se dire aussi que quoi qu'il arrive, chaque nouveau mentor est accompagné par l'association dans laquelle s'opère le mentorat pour être formé à la posture de mentor. Donc quelqu'un qui veut devenir mentor, on l'accompagne avec des formations en modalités différentes, mais on l'accompagne à sa rencontre avec le jeune, à savoir comment aborder les premiers échanges, à savoir quelle est la posture qu'il doit avoir en tant que mentor. Super, c'est assez confortable comme démarche au final. Si on se dit, voilà, je veux écouter, j'ai la motivation. En plus, il y a une association, je suis encadré, formé. Ça rassure et ça dégage en effet la peur qu'on peut avoir de ne pas être légitime et de ne pas pouvoir apporter ce qu'on a envie d'apporter. Alors, Exactement, je ne vous ai pas mis de chiffres, mais les chiffres que j'aurais pu vous donner, c'est qu'une très grande majorité de mentors sont satisfaits de leur relation de mentorat, se sentent utiles et veulent recommencer. Et une très grande majorité de jeunes mentorés trouvent que leur relation de mentorat et leur mentor a eu un impact positif sur leur parcours, sur leur vie. Super. Alors, on a des questions. Soit on y répond maintenant. Question de Karen qui demande pourquoi l'accompagnement se limite à l'âge de 30 ans. L'accompagnement, c'est limite à l'âge de 30 ans parce que le mentorat, c'est une solution à destination de la jeunesse. C'est d'aider les jeunes dans leur parcours au moment où ils construisent leur parcours, que ce soit dans la vie scolaire, étudiante ou dans leur première année professionnelle. Bien entendu qu'il peut y avoir des évolutions de parcours, il peut y avoir des besoins d'accompagnement qui peuvent nécessiter du coaching ou d'autres types de rencontres. Mais en tout cas, au sein du collectif mentorat, on regroupe des associations qui œuvrent pour la jeunesse et pour l'égalité des chances grâce au mentorat. Après, rien n'empêchera peut-être à l'avenir d'élargir le mentorat sur le volet professionnel à un âge plus Et il y a déjà d'autres dispositifs qui vont accompagner les personnes, notamment dans leur reconversion ou autre, mais c'est pas le choix qu'on a fait. Très clair. Eh ben, je vais maintenant inviter, du coup. Alors déjà, est-ce que tout va bien côté participants? C'est un sondage aussi, tout à fait. Et je peux peut-être répondre à une des questions que je vois dans le chat également parce que c'est le bon moment, je pense. Est-ce qu'un jeune mentor est disponible dans toutes les villes? Oui, un jeune mentor est disponible dans la France entière puisque nos associations ont des antennes dans un nombre de villes de différentes tailles de plus en plus grandes et couvrent l'ensemble du territoire français, notamment grâce au mentorat à distance. Donc, quel que soit votre lieu de vie en tant que futur mentor ou que jeune qui souhaite se mentorer, un jeune mentor vous permet de trouver l'association qui vous correspond. Alors, je vais compléter du coup côté je veux aider. Pareil, la plateforme permet d'être géolocalisé ou d'indiquer votre ville pour avoir les missions en physique qui sont autour de chez vous. Et si vous allez sur la plateforme, vous avez aussi un bouton depuis chez moi pour n'afficher que les missions réalisables à distance. Donc, il y a des missions pour tout le monde, que ce soit proche de chez soi a priori, parce que bon, je ne peux pas dire qu'il y en a dans toutes les communes de France, mais il y a aussi beaucoup de missions à distance. Alors du coup, je vais demander à Sophie, si elle est présente, de nous rejoindre, de monter sur scène. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Magnifique. Ok, bonjour.
Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Du coup, je vais te poser une première question très, très simple, qui est de vous présenter l'association Proxité. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre mission? Ok, avec plaisir. Alors, donc, nous, Proxité, on est une association qui est née en 2002, qui a été créée à Saint-Denis et qui aujourd'hui, donc ça fait plus de 20 ans qu'elle existe un peu partout en France. On a pour ambition d'accompagner les jeunes issus des quartiers en difficulté vers les réussites scolaires et professionnelles à travers, du coup, le mentorat. Le mentorat ou parrainage individuel, je peux utiliser aussi ce mot de temps en temps, qui pour moi est un synonyme en fait de mentorat. Donc, on va accompagner les jeunes de à peu près 11 ans jusqu'à une vingtaine d'années sur différents programmes. On accompagne des collégiens, des lycéens, des jeunes adultes, donc des jeunes aussi qui sont en études supérieures ou à la recherche d'un emploi. Et en fait, on les met en relation avec des bénévoles qui sont des personnes actives dans le monde du travail. Et donc, on va travailler, si vous voulez, plusieurs thématiques. Par exemple, un collégien, ça va être surtout de l'accompagnement à la scolarité, un collégien qui va avoir des difficultés dans certaines matières, mais aussi des préparations d'examen, le bac, le brevet. On a beaucoup de jeunes, c'est quelque chose qui revient souvent, qui ont du mal à s'exprimer à l'oral. Donc, essayer de leur donner confiance en eux, voilà, de comment s'exprimer à l'oral, tout simplement. Et aussi, comme je vous disais, les premiers pas dans l'insertion dans la vie professionnelle, donc les accompagner dans leur recherche de stage, d'alternance, de premier emploi. Donc, c'est vraiment des thématiques variées, comme l'expliquait Mathieu tout à l'heure. Et nous, notre force à nous, c'est notre ancrage local. On est vraiment présent au cœur des quartiers. Par exemple, moi, je suis donc chargée de parrainage pour Proxité à Nanterre. Et on est à Nanterre, on y existe en fait depuis 2007. Et on travaille beaucoup avec la ville, donc que ce soit la mairie, les structures sociales, mais aussi les collèges, les lycées, qui, eux, vont nous orienter des jeunes. Mais il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. Comme on existe depuis longtemps dans certains quartiers, notamment à Nanterre, du coup, où je suis, il y a beaucoup de bouche à oreille entre les familles. Donc, voilà d'où viennent nos jeunes. Et nos jeunes, qui sont-ils? Ce sont en fait donc des jeunes collégiens, lycéens, jeunes adultes qui sont motivés, tout simplement. Il n'y a pas de critères de sélection de notre côté. On ne leur demande pas en fait d'avoir un minimum de moyenne, d'avoir 10 de moyenne minimum ou quelque chose. C'est vraiment tout ce qu'on leur demande, c'est d'être motivés, d'avoir envie de s'en sortir et de réussir sa scolarité et leur insertion pro, tout simplement. Donc, si on devient bénévole chez Proxité, on a une chance. On sait que le mentoré qu'on va accompagner a été, qu'il a des réels besoins, qu'il est motivé parce qu'il a été proposé par les collèges, parce qu'ils ont senti, qu'il y a un travail réalisé, qu'il y a, soit une situation familiale compliquée, soit bref, et qu'il y a une envie derrière. Et c'est un confort qu'apporte l'association pour être sûr d'apporter de la valeur à une personne. C'est exactement ça, comme on travaille du coup avec toutes ces structures dont je vous parlais. Donc, souvent, c'est des jeunes orientés, mais par exemple, ça peut être aussi tout simplement du bouche à oreille. Tiens, ma voisine m'a dit que sa fille faisait partie de Proxité. Samedi, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et en fait, moi, mon travail, nous, du coup, les référents Proxité, ça va être de rencontrer ces jeunes et de voir comment on peut les aider. Déjà, est-ce qu'on peut vraiment les aider à travers le mentorat? Est-ce que c'est possible de répondre à leur objectif à travers le mentorat? Comment on va faire? Et est-ce qu'ils sont motivés? Et effectivement, on n'accompagne que des jeunes motivés. Et je pense que ça répond notamment, excuse-moi Amina, à la question d'Emilie dans le chat et qui a été relayée par d'autres personnes. C'est une question qui intéressait beaucoup de monde. Voilà, en effet, le jeune vient pas toujours de lui-même vers l'association parce que tous les jeunes de France ne connaissent pas la notion de mentorat. Par contre, vous, chargés de parrainage, chargés de mentorat, vous les rencontrez et vous comprenez s'ils sont volontaires et motivés ou non. C'est exactement ça. J'ai déjà eu, c'est peu arrivé, mais j'ai déjà eu des jeunes qui étaient là juste parce que leur maman leur avait demandé de venir, mais qui étaient clairement pas motivés. Dans ces cas-là, je vais pas proposer de la raccompagner parce qu'il viendra pas, ça sert à rien. Par contre, les portes restent ouvertes. Si un jour tu es motivé, que tu as vraiment envie, on te trouvera quelqu'un. Donc oui. Alors, pour trouver quelqu'un, du coup, sur jevais-des.ouf.fr, vous êtes inscrit, votre organisation est inscrite. Qu'est-ce qu'elle vous apporte s'agissant de trouver les mentors? Comment se déroulent les échanges avec les bénévoles? Oui, les bénévoles.
Alors, pour nous, jeveuxaider.gouv.fr, c'est vraiment une plateforme essentielle puisque c'est la plateforme qui nous apporte le plus de bénévoles. Et comme beaucoup d'associations, toutes les associations, on est toujours à la recherche de bénévoles, on a toujours besoin de bénévoles. Et grâce à Je veux aider, c'est vraiment en tout cas la plateforme qui nous envoie le plus. En fait, Je veux aider nous met tout simplement en contact avec les bénévoles. Et nous, derrière, on n'a plus qu'à les contacter et se rencontrer et c'est parti. Vraiment, ça permet d'être efficace. Donc, vous faites un premier échange téléphonique avec le candidat et vous voyez s'il a bien compris la mission, si vous êtes en adéquation. Et ensuite, ça peut ne pas aller et le bénévole va rechercher une autre association. Soit ça convient et vous allez plus loin. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie du mentoré d'avoir cet accompagnement? Quel est l'impact? L'impact pour les jeunes, c'est vraiment déjà de tout simplement en fait les accompagner vraiment dans le temps d'une année scolaire, de les accompagner sur leurs enjeux, leurs objectifs, de vraiment voilà, j'ai plein d'exemples, mais ça permet surtout aussi, je trouve, de leur donner confiance en eux. On a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui vont avoir des objectifs, qui vont avoir envie de faire certaines études, par exemple, et qui ont l'impression qu'avec leurs notes, ils vont pas y arriver, que voilà, qu'ils savent pas comment faire pour arriver. Le rôle du mentor, ça va être de l'accompagner et de rechercher des solutions, en fait, pour essayer d'arriver à cet objectif. J'ai un exemple que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. C'est l'exemple de Lina, une jeune qui était en 3e l'année dernière, du coup, et qui rêve de devenir avocate depuis toujours. Elle n'a pas d'avocat dans sa famille. Enfin, voilà, pour elle, voilà, c'était études de droit. Je fais un bac général, je deviens avocate de suite, et puis c'est comme ça. Sauf que Lina, là, en 3e, elle n'avait pas assez de bons résultats scolaires, on va dire, pour pouvoir passer en filière générale l'année d'après, en seconde générale, bac général. Du coup, elle s'est effondrée, son rêve voilà, était brisé, elle n'arrivait plus à se remotiver. Et elle était du coup mentorée par Patricia, qui s'est dit, mais non, on ne va pas baisser les bras. On va chercher, on va trouver une solution. Tu verras, tu deviendras avocate. Et elles ont réussi à trouver, en fait, en cherchant, en se renseignant, en cherchant toutes les deux, qu'en faisant un bac technologique, derrière, on pouvait reprendre des études de droit au bout d'une licence, au bout d'un bac +3. Et du coup, voilà, c'est vraiment, ça permet d'avoir cette relation de confiance entre le mentor et le mentoré et d'atteindre les objectifs à deux. Eh ben, c'est super. Et du coup, pour des bénévoles qui hésitent à sauter le pas, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, c'est une question qu'on pose souvent nous-mêmes à nos bénévoles. Et 9 fois sur 10, enfin, tout le temps, ils nous disent tout simplement lancez-vous. Lancez-vous et vous ne le regretterez pas, en fait, tout simplement. Et Mathieu, tout à l'heure, parlait aussi de certains bénévoles qui peuvent douter, en fait, de leurs compétences, de se dire qu'est-ce que moi je vais apporter, en fait, à un jeune. Sachez que nous, en tout cas, chez Proxité, on fait un véritable travail de matching dans le sens où on rencontre les jeunes et on rencontre les bénévoles. Et en fait, on vous trouvera forcément un jeune à qui vous pouvez apporter quelque chose à travers votre expérience. Et un jeune que vous aiderez forcément. Donc, lancez-vous, foncez. Donc, effectivement, si on prend l'exemple de Lina et Patricia, l'objectif, c'est pas nécessairement de dire voilà, on va bosser tous les soirs et on va aller en bac général, c'est apporter aussi une connaissance de l'univers universitaire, etc., que le mentoré ne connaît pas. Et donc, si bon, un mentor qui est dans le milieu connaît le milieu et les rouages, etc., qui sont peut-être disponibles, mais c'est qu'il faut prendre le temps de les connaître. Et ben rien qu'une information peut changer la vie dans le sens où effectivement elle va pas chercher du jour au lendemain à faire autre chose, à changer son rêve. On se rend compte que c'est pas grand chose parfois. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour Sophie qu'on peut lui poser dès à présent, ou en tout cas si vous en avez? Il n'y en a pas encore, en tout cas, on a répondu à des questions d'avant qui tombaient parfaitement pour Sophie, mais il n'y en a pas encore pour Sophie, mais peut-être qu'on en aura d'autres d'ici la fin. On pourra y répondre en fin de webinaire. Alors, du coup, je vais inviter Catherine, pardon. Si elle est là. Catherine. Oui.
Super. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Merci infiniment d'être là. Et donc, vous êtes mentor, vous avez sauté le pas. Absolument. Absolument. Attendez, là, voilà. Vous me voyez? Oui, très bien. Bon, alors, c'est l'essentiel. On vous voit. Alors, donc, Catherine, vous êtes mentor. Oui. Il y a Duo for a Job qui est une association qui est active sur un autre domaine d'action auprès des demandeurs d'emploi. Alors, plus précisément, auprès de jeunes issus étrangers hors communauté européenne. Ah, c'est Donc, d'accord. voilà, donc ce sont des jeunes qui arrivent en France, qui sont en France, qui ont fait déjà toutes les formalités pour avoir l'autorisation de travailler en France, et nous, on les accompagne pour l'objectif de l'insertion professionnelle. Très clair. Et comment vous avez découvert l'association? Alors, très simple, très simple. J'étais voir sur Internet. Je suis tombée sur un site qui s'appelle Bénévolte Paris. Oui. Après, j'ai suivi le menu et j'ai cherché ce que je voulais, c'est-à-dire mentorat, parrainage. Et j'ai vu plusieurs associations, dont celle dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai opté pour Duo for a Job parce qu'il y avait deux choses fondamentales. C'est que leur approche, elle était très pro, et je voulais vraiment quelque chose qui soit très carré, très pro. Ils proposaient 4 jours de formation et un programme de formation continue. Donc, c'est ce qui m'a décidé à aller vers cette association. D'accord. Et initialement, pourquoi avoir choisi d'être mentor? Pourquoi ce format d'engagement? Alors, ce format d'engagement, parce que je pense que c'est le mentorat qui est le plus efficace. Alors ça, c'est un peu ma vie professionnelle qui me permet de dire ça parce que je viens du monde de l'enseignement. Donc, je sais que la relation en duo, c'est quelque chose d'excessivement efficace. Je voulais donc poursuivre une activité autrement et qui fasse sens pour moi. Donc ça, c'est la première raison de mon engagement. Je voulais transmettre et valoriser mon expérience professionnelle. Et donc, voilà ce qui m'a décidé à faire du bénévolat et du mentorat. Compris. Et concrètement, comment ça se déroule aujourd'hui? Alors, concrètement, le mode opératoire de Duo for a Job, je pense que pour toutes les associations, c'est la même chose. Il y a d'abord un matching, c'est-à-dire on rencontre un futur mentee, on voit si ça peut coller. Pour résumer très clairement. Une fois qu'on s'est engagé, donc il y a un véritable engagement, et on se voit une fois par semaine, 2 heures. Quand je dis on se voit, ça peut être effectivement en distanciel ou en présentiel. Moi, j'ai plutôt opté pour le présentiel. Il y a plus de contraintes, bien évidemment, il y a un déplacement, etc. Mais par rapport au profil de la jeune que j'ai accompagnée, c'était pour moi plus efficace. On se voit pendant 6 mois. Donc, il y a 6 mois d'accompagnement et on est encadré par un coordinateur et il y a une évaluation en fin de parcours. Donc, voilà un petit peu le schéma. D'accord. Donc, effectivement, moi, quand j'ai vu 2 heures par semaine, je trouvais ça un peu lourd, oui. pour rien vous cacher, mais c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable pour créer le lien, pour lever les obstacles, pour être efficace. Parce que l'objectif, c'est de trouver un job, hein, on est bien d'accord. Donc, oui. Voilà. Et pour pas qu'il y ait essoufflement du jeune, parce qu'effectivement, plus on traîne en longueur, plus le jeune peut s'essouffler, que ce soit concentré comme ça, 6 mois, 2 heures, a posteriori, je peux dire que c'est un bon timing. Après, vous avez la chance de pouvoir consacrer ces 2 heures par semaine. Maintenant, d'autres personnes auront peut-être… En distanciel, si. En distanciel, c'est toujours faisable. Il y a toujours moyen de s'organiser en distanciel. Vrai. Oui. Non. Véritablement, c'est possible de s'organiser tard le soir, je ne sais pas, tôt le matin. Enfin, il y a toujours des solutions. Alors, on voit que vous êtes très impliqué et ça fait vraiment plaisir à voir. Et du coup, qu'est-ce que vous ressentez? Il y a la quête de sens, de se dire, voilà, vous apportez une chance à une personne qui… La chance, non, je ne le résumerai pas comme ça. La chance, elle est double. J'apporte une chance et j'ai de la chance de rencontrer des gens qui ne sont pas de ma culture. D'abord, d'être en contact avec des gens. Moi, je vais vous dire,
être en contact avec les jeunes, ça participe au fait de se sentir vivant. Véritablement, on ne décroche pas. On est bien dans son époque. Le lien avec le jeune, pour moi, c'est fondamental. Ceci dit, ça a été ma vie professionnelle. Mais bon, ça nous permet de sentir l'air du temps, de toujours être en contact avec l'activité professionnelle, l'activité tout court quoi, de notre pays, ce que les jeunes ressentent, leur façon d'aborder les choses, etc. Et je peux vous assurer que ça évolue énormément et ça va très vite. Donc, c'est cette adaptation au quotidien des nouvelles attentes qui est sympa, quoi. Voilà. Et je rejoins ce qu'a pu dire Mathieu tout à l'heure, c'est que même à 30 ans, à 25 ans, même, on peut accompagner des jeunes en collège, lycée, pour rester connecté dans ce monde où ça bouge très, très vite. Ah, ça bouge, je peux vous assurer, c'est fulgurant. C'est fulgurant, et puis c'est contextuel, c'est-à-dire qu'il y a le jeune avant Covid, le jeune après Covid, c'est déjà plus le même. Donc, il faut toujours resituer dans le contexte politique, économique, sociétal, quoi. Compris. Et du coup, alors, sur 6 mois, comment est-ce qu'on peut réussir sa mission de mentorat? Quels sont les conseils que vous donneriez à un nouveau mentor qui démarre une mission de mentorat pour tenir sur la durée, être investi, parce que voilà, 6 mois, c'est pas rien. Quels sont vos conseils? C'est pas rien. D'abord, avoir envie, le désir de le faire, ça c'est déjà fondamental. Ensuite, il faut être excessivement pragmatique et avoir du bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas… Enfin, moi, je ne suis absolument pas dans le côté sentimental, le pauvre, il a des difficultés, etc. Moi, je ne suis absolument pas là-dedans. Et ce que je conseillerais, c'est de ne jamais oublier l'objectif. C'est-à-dire que si on est focus sur l'objectif, le jeune, on avance en même temps, quoi. Alors, il y a des obstacles, il y a des difficultés, on rencontre des difficultés, il y a des paliers, mais comme tout à chacun, comme nous tous, on a vécu. Et donc, il faut jamais s'affoler, il faut toujours être positif et être toujours dans l'objectif et concourir à cet objectif. Et puis, ça a fonctionné. Donc, la jeune que j'ai accompagnée, Adja, une jeune fille qui venait de la Côte d'Ivoire, qui parlait très, très mal le français. En 6 mois, elle parlait bien le français et elle a trouvé un emploi en CDI. Donc, vous voyez, rien n'est impossible du moment qu'on ne se met pas de faux obstacles. C'est-à-dire de se dire, elle ne parle pas bien, elle ne s'exprime pas bien, elle ne connaît pas les codes, etc. Il faut y aller. Si les gens sont motivés, si on leur donne confiance, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je vous prends comme mentor. Je vais trouver un projet. Vous tombez bien, je vais redémarrer là. Je postule. Mais je ne vous choisirai pas. Parce que je ne pourrais pas vous apporter grand-chose. Merci infiniment pour votre témoignage. Je vous en prie. Et merci encore d'être. Et puis, je recommande, je vais faire de la pub, je recommande Duo for a Job parce qu'ils sont vraiment top. Ils sont jeunes, ils sont top et très investis. Voilà. Merci pour eux. Merci Catherine. De rien. Au revoir. Alors, je vais inviter Pauline. Parce que Pauline est avec nous. Donc, Pauline qui a été mentorée via l'association Chemin d'avenir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, super. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être là et merci pour ce témoignage que tu vas nous apporter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi déjà tu as eu un mentor, pourquoi tu as cherché à avoir un mentor, pourquoi tu as eu un mentor et comment s'est passée la rencontre avec le mentor? Alors au départ, il faut savoir que je n'avais pas du tout pour projet d'être mentorée. C'est un peu quelque chose que j'ai découvert via l'école. Parce que l'association Chemin d'avenir est venue faire une présentation quand j'étais en classe de première, donc présenter un peu leurs actions. Il faut savoir que c'est une association qui promeut les jeunes issus des milieux ruraux ou des milieux reculés pour leur proposer un accompagnement, notamment savoir un peu ce qu'ils veulent faire plus tard, les aider à obtenir des stages, parce que c'est vrai qu'on est pas mal pénalisé si on n'habite pas dans une grande ville. Suite à cette présentation, j'ai décidé de candidater de remplir un formulaire pour adhérer à l'association.
Il y avait des questions à la fois très personnelles sur nos goûts, je ne sais pas si on avait des animaux de compagnie, etc. Et des questions un peu plus axées sur notre projet professionnel, pour savoir si on avait des idées de métier ou si on avait déjà fait des stages, etc. Et suite à ça, j'ai eu un parrain. Donc un parrain qui a toujours beaucoup de points communs avec moi et qui exerce un métier que j'envisage d'exercer. Donc, au niveau du processus, c'est vraiment un questionnaire pour, comme les autres intervenants ont dit, matcher le parrain et le filleul. Voilà, moi aussi, j'ai décidé de remplir le questionnaire parce que j'étais un peu perdue sur mon projet professionnel. Après, je réponds sûrement à une autre question que vous allez me poser, mais j'en avais besoin parce que vu que j'habitais dans un milieu rural, je n'avais pas forcément l'ensemble des métiers possibles qui étaient représentés, notamment des métiers en lien avec le journalisme. Donc, j'ai trouvé que c'était une bonne solution pour m'accompagner dans mon projet professionnel. Donc, initialement, tu n'étais pas au clair sur les projets, ou tu savais que tu voulais aller dans du journalisme, mais tu ne savais pas trop comment t'y prendre. Quel était l'objectif Alors, j'avais 2 grands domaines qui m'intéressaient, la culture et le journalisme. J'hésitais entre les 2. Et en plus, vu que j'habitais en campagne, je me disais, mais en fait, c'est complètement inaccessible, il va falloir que je bouge, mais est-ce que j'en suis capable comment est-ce que je vais faire? Parce que c'est vrai que les métiers de la culture et du journalisme, si on a des réseaux, c'est toujours valorisant. Donc, j'étais un peu angoissée par l'avenir. Et j'ai trouvé une solution en adhérant à Chemin d'avenir. Alors, du coup, avec le mentor, de quoi vous parliez? Qu'est-ce qui t'a apporté et aussi, vous parlez combien de fois par semaine, par mois Alors, les échanges étaient au départ très encadrés parce que Chemin d'avenir fournit des questionnaires en fait, qui peuvent nous aider dans la construction de notre projet professionnel. Parfois, c'était lister vos points forts, lister vos points faibles, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous améliorer sur certains points, etc. Et donc, il y avait un travail en amont qui n'était pas du tout obligatoire, mais moi, je considérais que c'était un plus de le faire pour anticiper chaque séance avec notre parrain. Ensuite, on pouvait se mettre d'accord avec notre parrain sur les jours qui nous arrangeaient le plus en fonction de nos disponibilités. Nous, on essayait de s'organiser une séance par mois en visio, parce qu'il est sur Paris, donc c'était un peu compliqué de se rencontrer physiquement. Et sinon, très vite, on a commencé à parler de nous de manière plus générale et plus personnelle. Ce qui fait qu'on est véritablement devenus amis. Enfin, moi, maintenant, je le considère comme un parrain, un vrai parrain de cœur. Là, en ce moment, je suis montée du coup sur Paris pour faire mes études, donc on se voit régulièrement. Je suis invitée chez lui, il a déjà rencontré mes parents. Donc, c'est vraiment un parrain de vie. Et donc, quels sont les conseils qu'il t'a apportés qui ont fait que tu as pu avancer et te dire c'est possible, je peux y arriver? Concrètement, de quoi tu as bénéficié? Quelles sont les informations qui t'ont aidé? Déjà, il m'a donné confiance en moi, parce que je suis quelqu'un de très, très anxieuse, j'hésite beaucoup. Donc, il m'a donné aussi les clés de la confiance. Il m'a dit, ose, si jamais tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu réessayeras. Sinon, il m'a donné des conseils un peu plus pratiques sur le métier de journaliste, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce milieu, j'ai pas de proches dans ce domaine-là. Donc, il m'a permis de faire un stage au sein de son journal à Paris pendant une semaine, où j'ai pu découvrir le milieu du journalisme. Suite à ça, j'ai aussi été mis en contact avec un directeur scientifique d'un musée pour découvrir aussi le milieu de la culture. Donc, le parrainage, c'est aussi la découverte des métiers, mais vraiment de manière immersive. C'est pas que des discours, c'est aussi des actions. Voilà, on a accès à des stages. Chemin d'avenir nous propose aussi de participer à des conférences. J'ai assisté à la rencontre avec les candidats à l'élection présidentielle organisée aussi par France Inter. Donc, c'est vraiment du concret. C'est pas que des paroles, c'est aussi du concret. Parce qu'en face, il y avait l'envie et l'envie du mentor. C'est ce que disait Catherine. Sans l'envie... en fait, le questionnaire que moi j'ai rempli pour avoir un parrain, le parrain l'a aussi rempli. Donc, ça témoigne déjà d'une volonté de s'engager parce que honnêtement, j'ai mis... je sais pas, peut-être 1h30 à remplir le questionnaire. Donc, c'est vrai que si la personne en face n'est pas assez volontaire, elle va vite abandonner et ne pas adhérer. Eh ben, c'est chouette. Alors, pour les personnes qu'on a, les participants qui sont ici et pour toutes les personnes qui regarderont peut-être le replay,
qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent devenir mentors et qui veulent accompagner d'autres mentors, d'autres jeunes comme toi? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour qu'ils sautent le pas? J'aimerais leur dire de ne pas hésiter si vous avez de la volonté. Même si vous doutez de vous, vous apportez toujours quelque chose. Je sais que moi, j'avais pas du tout confiance en moi, j'étais un peu perdue sur ce que j'allais faire, même si j'avais des idées de grands domaines. Et c'est vrai que d'avoir une écoute extérieure, hors professeur, hors parents, ça aide beaucoup parce qu'ils représentent un nouveau secteur de métier qu'on ne connaît pas forcément là où on habite. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement en plus qui devient, comment dire, on noue des relations amicales et on s'en rend pas forcément compte. C'est en prenant du recul qu'on se dit, bah ouais, mais en fait, au début, c'était mon parrain d'une association et maintenant, bah, c'est mon ami. Et ça, voilà, il faut que vous preniez conscience aussi que ça vous apporte beaucoup, je pense. Humainement, hein, c'est Exactement. des liens forts. Et comme disait Catherine, c'est de rester connecté à la société, de créer des liens intergénérationnels aussi. Mais effectivement, quand on y pense, c'est assez basique. Mais quand on est jeune, on a les parents, on a éventuellement le cercle familial, mais encore, on n'a pas beaucoup d'expérience autour de nous. Il y a les profs, mais bon, les professeurs, c'est leur métier, c'est professeur. Ils peuvent apporter des choses, mais derrière, il n'y a personne d'autre, effectivement. Donc, et un mentor qui a une expérience dans son domaine, des informations, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est déjà beaucoup. Et avec la volonté, c'est tout bénef pour tout le monde. C'est vraiment chouette. Merci infiniment, Pauline, pour ton témoignage. Et on va répondre peut-être aux questions. Si tu veux, Amina, je peux peut-être t'aider, parce que j'ai pris le temps de regarder quelques questions, et j'en vois notamment deux qui se ressemblent. Il y a Jean qui demande, qui dit qu'il est probablement nécessaire de se former au moins sur les fondamentaux de l'échange. Comment la formation se passe. Puis il y a une autre question de Yasmina sur savoir s'il y a des feedbacks réguliers organisés avec les autres mentors pour pouvoir échanger. Est-ce que l'association dispose de lieux pour organiser les sessions? Alors, il y a Elodie de Duo for a Job qui a déjà répondu un petit peu à ces questions dans le chat, donc vous pouvez voir ses réponses. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la formation, elle est assurée. Elle va dépendre aussi des modalités du mentorat. Je vous ai donné plein de modalités de mentorat. Les associations qui accompagnent, qui font du mentorat en distanciel, vont proposer une formation sous format de webinaire, par exemple, ou de fiches pratiques pour comprendre la posture de mentor. D'autres associations vont proposer des sessions de formation en visio avec un échange entre plusieurs mentors et la personne de l'association. Peut-être pour compléter le retour de Duo for Job dans le chat, est-ce que Sophie, tu peux nous partager comment ça fonctionne chez Proxité? Oui, bien sûr. Concernant les formations, nous, chaque bénévole, en fait, donc, qui va mentorer un jeune pour la première fois, il doit participer à une formation obligatoire qui est en visio. C'est une formation de 2 heures, en fait, avec 2 référents de Proxité et d'autres futurs mentors, où on va surtout parler de la posture, essayer de donner des tips, même déjà un peu outiller les mentors en leur donnant des sites, voilà, leur expliquer comment ça va se passer. Et s'agissant des formations, nous, chez Proxité, tout au long de l'année aussi, on a un calendrier de formation auquel les bénévoles peuvent accéder s'ils le souhaitent. Et sinon, en tant que référent, on est aussi là pour les accompagner tout au long de l'année. Chez Proxité, il y a des lieux en fait, où se voient les binômes, tout simplement. Ça peut être aussi en distanciel, mais voilà, il y a des lieux. Et chaque bénévole, chaque mentor a son référent. Et donc, il est tout du long accompagné. Et donc, on essaye de les outiller au maximum tout au long du parrainage. Peut-être une autre question. Oui, bien sûr. Peut-être une autre question qui peut être adressée également, et Amina, tu m'arrêtes quand on atteint l'heure. Une question de Joël. Est-ce que les familles sont parfois contre le mentorat? Et Joël cite notamment certains clichés qui pensent aux filles qui veulent faire des études sup. Est-ce que tu rencontres ce type d'expérience sur Proxité? Alors oui, ça m'est rarement arrivé, mais ça m'est arrivé. Parfois, on peut avoir des jeunes, enfin, je pense à des exemples, des situations que je connais du coup, des jeunes qui vont nous être orientés par leur éducateur. On travaille beaucoup avec les éducateurs sociaux. Et donc, c'est vraiment l'éducateur qui recommande aux jeunes de venir voir Proxité. Et le jeune, du coup, ça lui donne envie d'être mentoré. Et les parents ne comprennent pas ou alors n'y croient pas vraiment. Nous, notre but, ça va être de leur expliquer au maximum qui on est,
qui comprennent bien, parce que parfois, tout simplement, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est le mentorat. Ils ont peur aussi parfois que le mentor prenne un peu le rôle du parent, donc ça peut les inquiéter. Donc, on est vraiment là pour leur expliquer et les faire, en fait, voilà, tout simplement participer aussi à cette relation de mentorat. Nous, par exemple, chez Proxité, le mentor voit le jeune chaque semaine sans les parents. Mais on crée un groupe WhatsApp où le parent est là et où moi, en tant que référente, je vais pouvoir donner des informations. Ou le bénévole, du coup, le mentor peut aussi en donner. Enfin, voilà, on essaie de tenir au maximum les parents. Et certains parents continuent d'être contre, mais tant que l'enfant est d'accord et que le parent est OK de laisser son enfant y aller, bah, on les accompagne au mieux. Merci. Je vais prendre la question de Eva, à laquelle je vais pouvoir répondre. Quelles sont les disponibilités idéales pour que l'accompagnement soit efficace en termes d'horaire ou de jour? Et ben vraiment, la force du mentorat, c'est qu'il y a tellement de profils de jeunes différents, d'associations différentes, que vos disponibilités vont faire que ça va correspondre à une association. Si vous êtes disponible plutôt en soirée, vous allez peut-être pouvoir, en fin de journée, accompagner un jeune étudiant qui a peu de temps dans sa journée. Si vous êtes plutôt disponible dans l'après-midi, vous allez pouvoir aider un jeune qui a du temps à la sortie des cours. Parfois, l'expérience de mentorat peut avoir lieu le week-end ou la semaine. Vraiment, les horaires et les jours, ça ne doit surtout pas être une frontière. On parlait de frontière tout à l'heure, une frontière dans votre engagement en tant que mentor, parce qu'il y aura toujours un jeune qui aura des besoins qui correspondent à vos disponibilités. Alors, je vais peut-être prendre la question d'Émilie. Peut-être que Pauline, tu pourras apporter des éléments de réponse. Émilie qui nous dit comment les jeunes se positionnent dans cette démarche. Est-ce qu'eux aussi sont volontaires? Alors, on imagine que ça ne leur est pas imposé la plupart du temps, mais quel est le ressenti, quelle est la démarche, comment les jeunes qui se positionnent, qui veulent être mentorés, qu'est-ce qu'ils ressentent? Quelle est la motivation? Sophie a un peu répondu tout à l'heure, mais du coup, je vais me permettre de la compléter. Est-ce que tu vois, Sophie, une évolution de la motivation du jeune dans les premières semaines, dans les premiers mois d'expérience de mentorat? Clairement. Plus le jeune connaît son mentor, en fait, même s'il est motivé au début, comme je vous l'expliquais, il faut qu'il soit motivé pour venir, la relation de confiance se crée, il commence à rigoler de plus en plus, à parler de plus en plus de sujets. Donc oui, clairement, il y a une évolution de leur relation tout au long de l'année et c'est vraiment beau à voir. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Ou est-ce que vous avez d'autres questions pour l'ensemble des intervenants? Joël, peut-être qu'il y en a une. J'aurais bien aimé être mentorée quand j'étais jeune. C'est ce que beaucoup de mentors disent. Quand on demande aux mentors pourquoi vous devenez mentor, il y a deux réponses types. Vraiment, ça, là, pour le coup, il n'y a pas 36 réponses, il y a deux réponses types. C'est soit je veux transmettre la chance de ce que j'ai, enfin, je veux transmettre ce que j'ai eu la chance de recevoir en étant plus jeune, ou alors je veux transmettre ce que je n'ai pas eu la chance d'avoir étant plus jeune. Il y a vraiment les deux, l'envie de rendre ce qu'on a eu, ou l'envie de changer les choses et de donner ce qu'on n'a pas eu la chance d'avoir. Et ça, c'est vraiment deux réponses types des mentors. Je peux répondre à la question de Joël. Le jeune ne doit pas forcément avoir d'ordi, puisqu'on commence déjà dès 5 ans et ça va dépendre des modalités. Donc, si on est sur du mentorat en présentiel, l'ordi n'est pas du tout nécessaire. Et je réponds à la question d'Edith, qui peut servir un peu de conclusion. Pas besoin de domaine d'expertise, seulement la motivation, l'envie d'accompagner un jeune. Et il n'est pas nécessaire de faire partie d'une association en amont. Par contre, la relation de mentorat a toujours lieu avec un tiers qui est l'association. Ça peut être également une autre organisation, c'est parfois des fondations. Il y a toujours un tiers qui encadre la relation de mentorat, qui forme le mentor, qui crée le binôme entre le jeune et le mentor, et qui est là, même si 99% des relations de mentorat se passent bien, qui est là pour apporter un cadre à la relation et être là s'il y a des problèmes quels qu'ils soient. Donc il y a toujours ce tiers dans la relation de mentorat qui est essentiel. Et effectivement, il n'y a pas besoin initialement d'adhérer à l'association, etc., pour devenir mentor. Ce n'est pas lié.
Alors, on a débordé, il est 19h34. Et effectivement, un sondage pour clore ce webinaire. Est-ce que tous les témoignages que vous avez écoutés, les réponses à éventuellement vos questions, est-ce qu'on a apporté des éclaircissements? Est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer? J'ai répondu oui avec beaucoup de i, hein, je me suis permis. Eh bien, super. On est vraiment très heureux, je pense, tous, d'avoir pu partager ce moment. Alors, nous-mêmes, chez JeuxVD, on n'est pas experts d'un domaine particulier, donc on apprend plein de choses avec vous. Et j'espère qu'on va voir en ce mois de septembre beaucoup de bénévoles s'engager. Alors, depuis le 1er septembre, depuis le lancement de la campagne Septembre pour apprendre, on a déjà plus de 3000 bénévoles qui sont engagés, je fatigue, qui sont engagés sur une mission de bénévolat dans le cadre de la campagne. Donc, soit du soutien scolaire, soit du mentorat, soit des ateliers divers de partage de connaissances. Et c'est juste énorme. En 10 jours, plus de 3000 bénévoles qui s'engagent avec cette énergie, c'est chouette. Et on espère vous voir, les participants et votre entourage. N'hésitez pas à en parler d'un jeune à mentor, de JeuxVD. Parce que c'est le moment où les associations cherchent à lancer des accompagnements. Donc c'est bon, plus tard aussi c'est possible. Hein. Je pense que toutes les envies, on les prend à n'importe quel moment, mais en septembre c'est encore plus propice et ça peut donner un beau rythme à votre année. Si je puis conclure ainsi. Merci beaucoup Amina, en tout cas, de nous avoir accueillis pour ce webinaire. On était ravis et merci beaucoup à Sophie, Merci. Catherine, Pauline d'avoir témoigné. C'est avec le témoignage des personnes qui vivent le mentorat aussi qu'on essaye de transmettre ce qu'est le mentorat. Merci. Merci à tous. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.